Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? 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 On t'a nommé ministre, tu te gonfles les poches. Chers téléspectateurs du Bœuf Politique sur JMTV+, nous y sommes toujours et notre invitée d'aujourd'hui est toujours Madame Fabienne Ngo. Fabienne va maintenant nous parler de son pays de cœur qui est le Cameroun et va ratisser un peu large, nous parler de la politique France-africaine. On pourrait dire qu'elle est plutôt pour une France sans fric. Faut dire ça, n'est-ce pas Fabienne? Oui. Hein? À la France-Afrique, tu préférerais une France sans fric, quoi. Oui, même si, bon, c'est vrai que c'est l'argent qui fait tourner le monde, mais je pense que l'argent n'apporte pas tout. N'apporte pas tout, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Mais tu vas jeter le tien par terre là, je vais le ramasser. Ah oui, je le sais bien, mais j'en ai pas. T'en ai pas. J'en ai pas. Fabienne, depuis le 7 octobre dernier, il y a donc de cela 2 mois et 1 jour, le Cameroun baigne un peu dans une ambiance qu'on pourrait qualifier de délétère. Baigne dans l'incertitude, on va dire ça comme ça. Là, M. Biya s'est fait réélire. Je vais utiliser les guillemets car c'est assez compliqué. L'autre revendique la victoire, je le dis aussi entre guillemets, tout dépend de quel côté chacun se place, est né dans cette lutte des noms Sardinard, Tontinard. Je suis sûr que tu sais de quoi il s'agit car tu as assisté à une des réunions entre des anti-Tontinards, des promoteurs, hein, tu étais là, j'étais là aussi. Et toi, tu penses de quel côté? Tu tontines ou tu sardines? Je pense... Je te dirais que je penche pour le respect de la démocratie. Donc, c'est pas une question de breton que je te fais ou de normand. Non, non, nous sommes au Cameroun là maintenant, donc je ne sais pas si tu es bretonne ou normande. Je demande, tu tontines ou tu sardines? Tu fais quoi? Je dis simplement que tout doit être fait pour que les institutions soient respectées et que... Comme je le pense, M. Kanto a gagné, il doit être le président de la République. Pour toi? Oui, pour moi, Kanto a gagné. Mais il n'y a pas eu un recomptage des voix. Tu es donc pour un recomptage des voix? Oui, il n'y a pas eu de recomptage des voix. On a tout fait, on a tout gelé. Et on déclare M. Paul Biya gagnant avec je ne sais plus combien de score. 71%. Un score à la soviétique. C'est pas possible. Déjà ça, c'est pas possible. Faut arrêter, je veux dire, faut de temps en temps revenir. Respectons l'intelligence humaine. Il y avait là de nombreuses listes. Respectons l'intelligence humaine. Il y a une non-campagne de Paul Biya. Il a fait un discours d'1 quart d'heure et à peine, quasiment inaudible. Et comme ça, avec un pays quasiment laissé à l'abandon, il gagne 72% des voix. Respectons l'intelligence humaine. S'il vous plaît. Tu comprends quand je te disais, pour moi, ce qui fait le fil, le moteur de mes luttes, de mes combats, de mes engagements, c'est le mot respect et le mot liberté. Avec un grand L. Je veux dire, cet homme a tout dit, est quand même responsable de la situation dans laquelle est le Cameroun actuellement. Enfin, il a dirigé le Cameroun pendant plus de 30 ans. C'est pas comme si c'est pas Macron que ça fait à peine 1 an ou je sais plus combien de temps. Alors mettons sur la balance, si tu avais le choix entre Macron et Biya, lequel choisirais-tu? Ni l'un ni l'autre, de toute façon. Il faut bien que tu choisisses. Non.
Non, je ne choisirais pas. Si tu me mets sur la balance Biya Kamto, évidemment je choisis Kamto. Je te le dis, je cache. Pourtant, tu vois, je suis vice-présidente du CLDP. Mais, entre autres, mais il vient un moment, pour qu'une démocratie fonctionne, il lui faut du sang neuf. Et que les institutions soient respectées et que celui qui est à la charge de l'État écoute ses citoyens, écoute son peuple et le respecte. Cet homme, cet individu est à la tête de l'État depuis plus de 36 ans. 36 ans, oui. 36 ans et 36 ans et un mois plus 2 jours. Bravo, moi je m'arrête à 36. Samedi 6 novembre 1982. D'accord. Donc nous sommes le 8 décembre 2018, cela fait donc 36 ans, un mois et 2 jours. Mais Mitterrand disait, je ne me représente pas parce que ça fait 14 ans que je suis à la tête de l'État français. 14 ans, c'est long. Est-ce que vous vous rendez compte que celui qui est né en 81 n'a connu que moi? Moi, cette phrase me reste toujours dans la tête. N'a connu que moi. Il faut... Une démocratie, elle a besoin de temps de respiration. De temps où on discute, on met les choses sur table. Et les élections sont faites pour ça. C'est un des moyens. C'est un des moyens. Mais là, actuellement, tout est figé. Il n'y a plus rien. On est dans un état de guerre. Et le Cameroun... Le Cameroun est malade. Le Cameroun est malade. Fabienne, que répondrais-tu aux gens qui vont certainement, en regardant cette émission, dire de quoi elle se mêle, elle, la blanche? N'est-ce pas, c'est son pays qui soutient les dictatures. Nous savons bien qu'en Allemagne, au Bundestag, qui est le Parlement allemand, on a vu des députés s'élever contre cette pérennisation du pouvoir de Yaoundé. On a vu en Suisse un député dire un non à cette longévité au pouvoir. Mais en France, pas un seul député, même pas un député d'extrême gauche insoumis, n'a ouvert sa bouche pour fustiger cette longévité de pouvoir. On a l'impression que l'Élysée et le Quai d'Orsay ont décidé d'adouber une fois de plus Biya. Alors, que répondais-tu à ceux qui vont dire, mais celle-là, n'est-ce pas son pays qui nous impose ce dictateur? Que répondais-tu? C'est bien ça qui me désole. C'est bien cela qui me désole. Et qui me rend... qui m'insupporte. Qui me fait rentrer dans une colère froide. Je pense que la France paye le prix d'une relation malsaine entre le Cameroun et, on va dire, entre Yaoundé et Paris, qui remonte à la guerre. La guerre d'indépendance? Même avant, dans les années 50, oui, enfin dans les années 50, la guerre que la France a faite au Cameroun, on va dire depuis que la France s'est emparée du Cameroun en 1946. En 1946, oui. C'est tout, je crois, je vais dire les choses comme elles sont. Le néocolonialisme qui existe et qui persiste entre la France et le Cameroun naît de là. En politique, lorsque tu ne parles pas des choses, tu ne les fais pas exister. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Même les téléspectateurs doivent comprendre. Donc, c'est-à-dire, il y a un problème. Tu n'évoques pas le problème. Tu ne lui donnes pas d'existence en termes de chiffres, en termes de rapports, en termes au niveau de l'actualité, en termes de prise de position politique.
Donc, le problème n'existe pas, il disparaît. Puisque ce sont les institutions, ce sont l'homme politique, c'est le Quai d'Orsay, c'est le chef de l'État, c'est qui ont ce pouvoir de dire ok, il y a un problème au Cameroun, voilà quel est ce problème. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Fabienne, soyons concrets. Des gens vont se dire de quoi se mêle-t-elle? C'est son pays qui adoube Biya, qui soutient Biya. Que réponds-tu à ceux des Camerounais, des Africains qui pensent que c'est la France, que le statu quo ou bien la misère qui gangrène le Cameroun aujourd'hui et du fait que la France lui impose un dictateur? Il y a deux parties dans ta question. Ce n'est pas parce que la France adopte un comportement avec le Cameroun que moi je dois être d'accord. Et que de nombreuses personnes, y compris en ONG, en association, doivent être d'accord. Je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout, d'accord par rapport à la politique de Paris avec Yaoundé. Point. Ça, c'est un fait. Maintenant, que la France, en raison de son histoire, de ses liens, qui remonte dans les années 50 avec Yaoundé et une guerre terrible qu'elle a faite là-bas, continue de maintenir le cordon ombilical du néocolonialisme entre Yaoundé et Paris. Je vais dire, ça la regarde, non, ça me regarde. Ben oui, tu es aussi la France, tu fais partie de l'État français. Oui, ça me regarde. Moi aussi d'ailleurs. Hein. Donc, pour ceux qui nous regardent du Quai d'Orsay, qui se disent alors le petit niveau. Oui, moi aussi je suis français, je suis aussi l'État français. Voilà. Ça me regarde. Ça me regarde à plus d'un titre. Ça me regarde parce que j'ai de la famille là-bas. Ça me regarde parce que l'homme avec lequel je partage et qui a accepté de partager ta belle vie, ma vie, et d'origine camerounaise, ça me regarde parce que je me sens un devoir de responsabilité par rapport à ce pays qui est le mien. Je ne peux pas accepter qu'en mon nom, la France, pour obéir à des intérêts de quelques multinationales, puisse se comporter comme elle se comporte là-bas. Je ne peux pas accepter qu'en mon nom, il puisse maintenir un tel... pendant 36 ans de maintenir à bout de bras un homme qui n'a rien fait pour son pays, parce qu'il faut appeler les choses comme elles sont. Le Cameroun était un pays pour devenir un pays véritablement en voie de développement. En voie de développement. Il allait devenir encore quelques petites années, il allait devenir émergent, mais maintenant, il faut dire les choses comme elles sont. Les Camerounais vivent moins bien maintenant que au moment où Biya a pris le pouvoir. C'est ça qui me consterne. Il n'y avait pas d'enfants des rues à l'époque. Non. Très peu, ou très peu. Et maintenant, il y a que ça. Ne serait-ce que ça. On a un exemple. Il n'y avait pas d'enfants des rues, maintenant il y a ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui n'a pas marché, comme dit la chanson? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le problème porte un nom. Et il est avec tout dit. Alors, aujourd'hui, lorsqu'on discute avec les hommes politiques français, il y a toujours cette phrase, ce qui revient, mais nous y sommes pour protéger nos intérêts.
L'armée française est installée dans plusieurs pays d'Afrique pour protéger nos intérêts. Les Français sont partout bien adobe un tel plutôt qu'un tel autre, permet à un tel de tricher aux élections et de rester en plus car elle serait la personne idoine pour protéger nos intérêts. Oui, je sais. Est-ce qu'au nom de nos intérêts, on peut sacrifier la liberté d'un peuple? Non. Un peuple? Non, moi je vais... Oui, je parle même de liberté d'un peuple. Non. 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 C'est peut-être pour ça que... j'ai parfois tant de problèmes. Mais... non. Bien sûr que non. Au nom de quoi? Au nom des intérêts de Bolloré, de Bouygues, de France Télécom, des bananes dont j'oubliais le nom. Enfin, c'est d'ici. Oui. Au nom de ça. Mais est-ce que... Du pétrole? Oui, oui, du pétrole. Là, oui, on va de l'uranium? De l'or? C'est exact. Mais quand j'ai entendu les gilets jaunes qui parlaient, qui s'énervaient par rapport au pétrole, au prix de l'augmentation du prix de l'essence, j'avais envie de leur dire, mes chers camarades gilets jaunes, si vous saviez le véritable coût du baril de pétrole. Du baril de pétrole, si vous saviez que dans ce baril de pétrole, il y a du sang d'Africains, peut-être qu'à ce moment-là, vous tiendrez un autre langage. Ma lutte actuellement consiste à faire entendre un autre son de cloche aux Français. Parce qu'il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. Et là, je parle d'une relation entre deux pays. Il n'y a rien de pire qu'un peuple ignorant. Parce qu'avec un peuple ignorant, vous pouvez le manipuler et en faire ce que vous voulez. Bien peu, les Français commencent petit à petit à savoir ce qui se passe véritablement dans cette partie du monde. En Afrique. Oui. Et notamment en Afrique francophone. Ils commencent à savoir. Ils commencent à grincer des dents. Pas suffisamment, mais j'ai bon espoir que ça finit par arriver. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsqu'il y a des lanceurs d'alerte qui sont dans le métro pour dire ce qui se passe véritablement en Afrique, les gens maintenant écoutent véritablement. Moi, je vois ce jeune Congolais qui est régulièrement dans les métros. Oui, David, il s'appelle. Oui, David, en effet. On se connaît un peu. Donc, ils écoutent et ils réagissent. Donc je me dis, il y a quelque chose qui se passe, parce que Dieu seul sait, quand vous prenez un métro le matin ou le soir, vous en fichez éperdument. Vous êtes dans votre bulle et puis c'est tout. Vous allez vers votre destination. Et les gens pouvaient chanter, danser, se balader à poil. On s'en fiche éperdument. Mais là, non, il y a et c'est avec David et ses alertes qu'il déclame dans le métro, les gens réagissent et me disent tiens, un espoir est en train de naître. Nous allons l'inviter ici, faut qu'il vienne. Quand j'ai manifesté contre Bolloré, on était plusieurs pays. Cameroun, Gabon, Congo, les deux Congos. Côte d'Ivoire, je crois. Mais surtout, essentiellement composé des pays que je viens de citer. Nous avons été applaudis par les Français. On a été pris en photo par les Français. Il y a même un Français qui a envoyé ses enfants tenir notre bannière, notre banderole avec nous pour la prendre parce que notre banderole, c'était une banderole avec un fond rouge sur lequel était écrit Stop Bolloré. Je veux dire, la situation est on a envie que ça bouge, Dieu seul sait, on a envie que ça bouge vite, que ça bouge, mais
c'est un travail de terrassier qu'on fait, de sensibiliser les Français par rapport aux relations entre le Cameroun et la France. D'autant plus difficile que on se rend compte que ce sont des relations à la fois diplomatiques et des relations économiques et des relations humaines. Parce que dans l'humain, il y a quand même la diaspora camerounaise qui fuit, qui bouge et qui fuit la situation économique du pays par rapport aux libertés, mais par rapport aussi que c'est pas possible de vivre sans perspective d'avenir, et qui prennent des bateaux qui se noient dans la mer et qui arrivent, qui affrontent et le désert et l'hostilité d'un État français qui se dit mais mince alors, qu'est-ce qu'ils viennent faire encore? Tu parles à quelqu'un qui a connu cela. J'ai connu la rue à Paris, hein, donc tu parles à quelqu'un qui a vécu cela. Bien sûr, donc tu comprends ça. Tu as trois strates d'analyse qui viennent s'entrechoquer. La France se trouve dans un État européen qui s'appelle l'Europe et qui relève ses barrières à tel point que maintenant en anglais on l'appelle Fortress Europe. Ouais. Donc la forteresse européenne. Ce qui veut dire que moi je ne désespère pas. Je ne désespère pas parce que je crois énormément en la capacité de l'être humain de comprendre. Même quand j'ai un Camerounais, encore comme hier, je l'ai vu porter le drapeau camerounais, j'ai dit tiens, tu portes le drapeau camerounais, tu vas sortir dans la rue en portant le drapeau camerounais, bon, pourquoi pas? C'est son droit. Et il me dit oui, il me regarde droit dans les yeux, il sait qui je suis, il me dit oui, sur le drapeau de mon pays. Je lui dis ah oui, parce que c'est pas le mien aussi. J'ai quand même donné 20 ans de ma vie au Cameroun. Tu as vu que je t'ai mis les deux drapeaux là? Oui, je sais, j'ai vu. Et j'ai dit, j'ai donné 20 ans de ma vie au Cameroun. 20 ans où j'ai combattu pieds à pied une dictature. 20 ans où je combats pieds à pied les institutions de mon pays, enfin d'un de mes deux pays qui est la France. Donc je veux dire, je m'estime, même si je choque, mais moi le Cameroun est le pays de mon cœur et quelque part c'est plus important lorsque vous décidez de faire un pays qui vous est cher que celui où vous êtes né quelque part comme ça par accident. Fabienne, on va faire du terre à terre, de la politique pour les nuls, ou bien de l'économie pour les nuls. La France est parmi les premiers pays producteurs de chocolat, pardon. On est d'accord là-dessus. Il y a la Suisse, il y a la France, il y a la Belgique qui produisent beaucoup de chocolat. C'est bien, n'est-ce pas? Bien. La France est parmi les premiers pays au monde producteur fabricants de voitures, de véhicules, en général. La France est première dans beaucoup de choses. Mais seulement les matières premières, le cacao, même dans les dom-toms, on ne trouve pas de plantation de cacao. Je ne suis pas certain que l'acier, on le trouve quelque part dans l'Hexagone. Nous savons tous comment les entreprises françaises fonctionnent en Afrique. Arriva, je le dis ici, attaquez-moi en justice, j'irai me défendre. Arriva n'achète pas l'uranium au Niger à son juste prix. Absolument. Je doute fort que ceux qui exploitent le cacao en Côte d'Ivoire, au Cameroun et consorts achètent le kilo au juste prix. C'est moi qui cultive mon cacao, c'est toi qui fixes le prix d'achat, toi l'acheteur. Donc c'est pas juste, c'est faussé déjà. Les thèmes de l'échange sont faussés. Soyons bêtes, si la France aujourd'hui devait lâcher de la laisse aux pays d'Afrique, commercer avec ces pays-là, normalement, ne crains-tu pas que l'économie française s'effondre carrément? Non. Honnêtement, non. Non. Mais déjà,
les systèmes d'échange existent certes à un niveau plus petit dans ce qu'on appelle l'économie fair trade. FAIR. What does it mean? We are in France here. You want Oui, to je speak in sais. English? Mais know. ce qu'on appelle le commerce équitable. D'accord. Et bon, même si les plaques j'achète moi du chocolat noir en commerce équitable et de préférence bio en plus. Tu n'as pas fait que l'épouser, tu le manges sur le noir. Donc, ce que je veux dire par là, c'est même si tu payes 20 ou 30 centimes de plus ou 50 centimes ou 1 euro de plus ta plaque de chocolat, tu sais qu'au moins quand tu l'achètes, tu sais où va l'argent. Et ce qui se passe à l'autre bout de la chaîne, c'est que le petit producteur vivra bien grâce à la plaque de chocolat que tu as achetée, plutôt qu'une autre plaque de chocolat d'une marque plus répandue. Non, c'est ce qu'on te fait croire quand tu veux que le système perdure. Ça, je suis peut-être là... Honnêtement, Fabienne, faut faire terre. David, il est le Congolais là, qui est dans le métro. David, il faut que tu viennes, hein? Tu vas voir l'émission, il faut que tu viennes nous expliquer. Imaginons, le baril de pétrole coûte 100 francs sur le marché. Oui. Les entreprises Total, je ne lui fais pas de la pub, je n'en ai même pas besoin, achètent ce baril-là à 100 francs, sans entourloupe. Le prix serait plus élevé en France, selon ce que David dit dans le métro. Mais il a raison. Bien sûr que le prix devrait être bien plus élevé. Ce ne serait pas 31 000 gilets jaunes, selon la police, qu'on verrait dans la rue, mais plutôt 70 millions de gilets jaunes. Mais... Car les prix seraient... Dans mes casquettes, je suis aussi une écologiste convaincue. Tu vois, je sais qu'un jour ou l'autre, les matières premières ne vont pas perdurer éternellement. Et qu'il faudra bien refaire cette conversion énergétique. En prenant de l'argent aux Français, aux Européens? Non, mais non. Je dis simplement, moi, ça me choque. Sincèrement, je veux que les produits, les matières premières qu'on prend au pays comme le Cameroun soient payés à leur juste prix. Premièrement, ça permettrait aux habitants de vivre décemment. Et que les entreprises françaises sur place payent les impôts aussi. Et oui, ça aussi, bien sûr. Comme ça, Paul Eric ne se retrouverait pas en prison. Et deuxièmement, que certaines multinationales déclarent véritablement ce qu'elles doivent aux États dans lesquels elles travaillent, que ce soit la France ou le Cameroun ou autres pays ailleurs dans le monde. Je veux dire, pourquoi nous, en France, quand les entreprises viennent travailler chez nous, elles payent ce qu'elles doivent, elles exploitent, elles payent ce qu'elles doivent payer, et que nous, on va ailleurs, on traverse la Méditerranée, ça y est, le comportement d'un seul coup change, d'un coup de baguette magique, et les entreprises deviennent des exploitants, je dirais même des esclavagistes. Est-ce normal? Non. On me dit oui, mais... On ne le sait pas à l'Élysée ou au Caberson, on ne le sait pas. Mais non, mais pourquoi? Pour gagner des millions d'euros en plus, je veux bien croire, qui ne retombent pas sur la tête des Français, ça certainement pas, mais qui vont grossir le train de vie de certains bonhommes et les actions de certaines personnes. Parce qu'il faut appeler un chat un chat. Je suis désolée, mais les multinationales qui sont françaises, qui sont au Cameroun, le citoyen lambda français n'en profite pas. Ils sont où les intérêts de la France? Je me pose la question. Là vraiment, je veux bien qu'on me monte A plus B sur égale Z, mais non, en mon nom, vous faites ça, mais moi je vous ai pas demandé. Je suis désolée, ça ne m'intéresse pas. Je préfère que les gens vivent heureux chez eux et vivent décemment de leur salaire et des écoles, des routes, des autoroutes,
une vie normale, qu'ils traversent des océans, se noient, deviennent esclaves en Libye ou en Mauritanie, reçoivent des coups de fouet, les femmes accouchent dans des bateaux de fortune. Non mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça le monde qu'on veut réaliser en mon nom? Mais je dis non, non, 100 fois non. Mais je n'y crois pas. Si c'est ça être capitaliste, ça ne m'intéresse pas. Si c'est ça gagner de l'argent sur le dos des autres, mais non, je ne veux pas. C'est ça que je me dis, c'est ça qui me passait dans la tête quand j'ai vu les gilets jaunes qui s'énervaient par rapport au prix du baril d'essence. Mais je dis, mais mes amis, c'est peut-être pas la bataille que vous devez faire. Et d'ailleurs, je crois qu'ils l'ont un peu laissé tomber, cette bataille-là autour du baril d'essence. Parce que si vous deviez payer le véritable prix. Au juste prix. Au juste prix. Ce ne serait pas 1,50 €, non, ce serait mais non. 3 €. Puis, attends, je vais dire une chose. Et là, je mets ma casquette écologiste. Il y a d'autres moyens. Maintenant, tu as des voitures électriques, tu as d'autres façons de circuler. Les voitures électriques, mais il y a des centrales qu'il faut fermer selon les écologistes. Oui, je sais. Il y a tous des combats. Alors. Oui, je sais. Je suis d'accord. Ces voitures électriques fonctionneraient avec quoi? De l'eau? Et même encore. Attends, tu veux que je te choque? J'ai vu une voiture à San Francisco qui roulait à l'huile de colza. Oui, ça. Oui. L'huile de colza. Huile de colza recyclée. Donc, je vais t'expliquer. Et qui roulait même à l'eau. Pour avoir du colza, il faut que les pesticides ont fait ceci. Il sera tué éternel, le problème écologique. Oui, je sais. Je sais, mais bon, c'est là où doit résider le génie de l'homme. On dirait qu'il y a la sécheresse. Même l'eau de mer, on dirait les poissons n'ont plus d'eau. Oui, mais c'est là que doit résider le génie humain. Dans le sens qu'il faut toujours trouver des solutions aux problèmes qui soient les moins mauvaises en attendant d'avoir la meilleure solution. Non, mais chers ingénieurs, essayez de fabriquer des véhicules qui rouleront avec de l'air. Hein? Vous voyez le truc, quoi? Il y a de l'air partout. Ça ne s'achète pas. Je pense que ce serait la solution. Au solaire. Au solaire. Et en Norvège, où il n'y a pas de soleil, ils font quoi? Tu vois, il y a toujours un problème. Les Norvégiens vivent très bien. Mieux que nous, d'ailleurs. D'accord. Fabien, pour résumer tout ceci, yes. Une autre France-Afrique est-elle possible? Équitable. Une autre France-Afrique équitable est-elle possible? Oui, mais il ne faut plus qu'il y ait de France-Afrique. Il faut qu'il y ait quoi? Il faut qu'il y ait des relations bilatérales ou multilatérales normales, apaisées. Comme la France peut avoir des relations avec les États-Unis, l'Europe, l'Amérique latine, exactement la même chose. Sans qu'il y ait de colons de paternalisme. Non, c'est un mot que je déteste. Non, je supporte pas. Ça veut dire quoi? Il y a un dominant et un dominé? Non, mais ça va pas. Non, il faut qu'il y ait des États égaux. Je l'ai quelquefois relaté, je vais te le dire, tu vas me dire si cela te choque ou pas. Nous sommes samedi 8 décembre 2007, se tient à Lisbonne un sommet des chefs d'État africains et européens. Et à un moment, Nicolas Sarkozy réunit dans une pièce les 14 chefs d'État d'Afrique francophone. Il en manquait un seul, M. Paul Biya, qui s'était fait représenter par son Premier ministre, Iloné Ephraim. Et M. Sarkozy veut leur imposer ces ACP que le Cameroun a fini par ratifier, c'est l'unique pays d'ailleurs. Et alors se lève Maître Abdoulaye Wade, claque la porte au nez de Sarkozy, et le seul autre chef d'État qui suit Maître Abdoulaye Wade s'appelle Laurent Gbagbo. Voilà les deux chefs d'État d'Afrique qui sortent et disent va te faire voir avec tes ACP. Les 12 autres restent là et boivent les paroles de Nicolas Sarkozy comme s'ils n'étaient pas des homologues à celui-là, comme s'ils étaient des petits élèves qui devaient écouter le maître. Est-ce que ce genre d'attitude te choque? Oui. Je suis en train de me dire, mais il devrait y avoir plus
Même si je ne porte pas de nom. Il y aurait dû avoir 12 bongos pour... 12 bongos c'est bongo que tu Non, dis, non, Gbagbo. Gbagbo, oui. Pas bongo. C'est bongo. Omar Bongo, il était resté dans ça. C'est bien ça le problème. Oh, Gbagbo. Bah oui, mais Gbagbo, il a payé le prix fort. Gbagbo, il a payé le prix fort. Tu sais bien. C'est pour ça qu'il faut, à un moment ou à un autre... C'est pour ça que je dis qu'il faut changer de constitution en France. Que la 5e République arrive à bout de souffle, il faut qu'on change. Où le français lambda pourrait enfin se faire entendre de meilleure façon. Où les relations seraient différentes. On avait écrit, je reviens 2 ans en arrière, 3 ans, on écrivait la 6e, le préambule de la 6e Constitution Place de la République. Et véritablement, l'humain, l'homme, la femme, le citoyen était au cœur de cette constitution. Où on peut s'emparer, interpeller un politique sans avoir des intermédiaires, lui dire mais non, ça va pas. Ça va pas. Ah bon? Vous croyez où là? En Suède ou en Norvège? Mais c'est ce que je veux, c'est que même si les pays nordiques ne vont pas enfin vont bien. Relativement bien par rapport à la France. Oui, vont bien. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Mais je veux dire, la respiration démocratique, il fonctionne autrement mieux que chez nous. Si la France-Afrique existe, c'est que quelque part il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de notre système démocratique, parce que sinon on n'existerait pas. Pour toi, la France est-elle un pays démocratique? Elle est moins démocratique qu'avant. Voilà, elle est moins démocratique qu'avant. Elle est encore un pays démocratique parce que on peut y manifester, je peux faire cette émission sans risque d'être mise en prison. Ou moi mise en prison. Ou inquiété. Mais la démocratie, c'est pas... il y a besoin de nouveau il faut revoir beaucoup de choses. Il faut revoir beaucoup de choses et c'est bien pour ça que par rapport à la France-Afrique, je pense que si la France était beaucoup plus démocratique, la France-Afrique n'existerait pas. La question n'a jamais été évoquée en ces termes. Au niveau de la France-Afrique, on a toujours évoqué le volet politique, le volet économique, mais le volet des institutions françaises qui permettent à un chef d'État d'avoir un cabinet noir Afrique qui fonctionne de manière totalement en autarcie et qui décide en dehors de toute forme de transparence. De transparence, oui. Je suis sûre que parfois il y a dû avoir des députés qui sont dû descendre du grenier à la cave quand ils ont découvert ce que ce cabinet pouvait faire. C'est quasiment, on va dire, un État dans l'État. Dans l'État. Vous pensez vraiment que si la démocratie était digne de ce nom, ce type de cabinet qui permet l'existence de la France-Afrique existerait? Moi, je ne crois pas. Alors, une seconde fois, la France est-elle une réelle démocratie au vu de ce que tu viens de démontrer? C'est...
la démocratie est malade, elle a un cancer qui s'appelle la France-Afrique. Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose et j'ai pas tilté dessus, je ne sais pas tout. Oui, Jackie. Oui. Jackie Moifo. Puis, une deuxième question, quels sont tes projets? Ah, quels sont donc tes projets? Pour l'Afrique, pour la France, pour le Cameroun? Pour l'Afrique, on a un projet de faire une manifestation qui va s'emparer avec donc le panafricanisme, avec donc une manifestation panafricaine qui va certainement se dérouler le 22 décembre et partir du nord de Paris, porte de Clignancourt, et s'arrêter à République, et qui va porter le symbole d'un gilet, mais d'un gilet rouge. Ah, les gilets rouges. Voilà. Pour défendre l'Afrique. Exactement. Merci. La couleur rouge, on aura comme slogan l'Afrique est. L'Afrique se meurt. Oui. Enfin, j'étais pas. Mais je suis démocrate, donc. Ils ont opté pour l'Afrique se meurt. Et à la veille des fêtes, l'Afrique ne fait pas la fête. Ça, c'est normal, compte tenu de ce qui se passe. Mais pour moi, l'Afrique est un continent magnifique, qui a une jeunesse dynamique. Et quand on a une jeunesse comme cela, je pense que tous les espoirs sont perdus. Et que les dictatures finiront bien un jour par partir. Et ça, j'y crois. Ça sera difficile. C'est un combat de longue haleine. Mais on a une jeunesse qui est éveillée, qui est dynamique, et qui a accès aussi, quand elle peut, à Internet. Vous savez, lorsqu'on prend son sac et qu'on part pour traverser comme ça un continent du sud au nord, voire deux continents, et c'est que on y croit. Donc, ou bien on est désespéré. Oui, mais le désespoir parfois permet de faire beaucoup de choses. Le désespoir, l'espoir et le désespoir ont cette capacité de soulever des montagnes. C'est ce que j'ai constaté dans la vie. Et donc cette marche des Gilets rouges, c'est pour faire porter le message dans les quartiers populaires du nord-est de Paris, que nous sommes là et que ensemble, au travers des valeurs du panafricanisme, nous avons le fol espoir et la volonté de faire tomber toutes ces dictatures qui n'ont pas trop duré. Chers téléspectateurs, c'est ici que s'achève cette émission dont Fabienne Ngo était l'invitée. J'espère que vous l'avez aimé. Comme nous sommes un peu nombrilistes, nous allons nous le permettre. Dites-le aux autres, partagez. Si vous n'avez pas aimé, venez nous le dire pour que nous changions quelque chose. On se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours avec un autre invité. Et d'ici là, malgré la situation aussi difficile en France qu'en Afrique, qu'au Cameroun, gardez quand même le sourire, au moins jusqu'ici. Ciao, bye bye. Ciao.